La tradition du deuxième mercredi du mois est encore respectée ce 9 juillet. Pour ce mercredi, les responsables de l'ANPGF ont éclairé la lanterne des responsables d'entreprises et acteurs économiques sur leurs responsabilités civiles et pénales selon la juridiction togolaise. Et puis la lutte contre la traite des êtres humains au Togo et dans le reste du golfe de Guinée, c'est la mission que s'est assignée Plan Togo. Les responsables de l'ONG ont pour cela partagé les meilleures stratégies de lutte contre ce fléau avec la société civile togolaise. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le journal sur la télévision togolaise. Tout d'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 9 juillet à la présidence de la République sous la direction du chef de l'État, Faure Essozimna Nyazingbe. L'essentiel de ce conseil avec la ministre de la Communication, des Arts, de la Culture et de la Formation civique, Madame Germaine Kouméalo Anaté. Effectivement, au cours de ces travaux, le Conseil des ministres a adopté 3 textes, dont un avant-projet de loi et 2 projets de décret. Ensuite, le Conseil des ministres a écouté une communication. L'avant-projet de loi de ce jour porte règlement du budget de l'État gestion 2011. Au terme de la loi organique du 29 décembre 2009 relative aux lois de finances, il est fait obligation au gouvernement de reporter sur l'exercice budgétaire suivant les excédents ou les déficits dégagés au cours de l'année comptable écoulée. Il faut rappeler que la politique de redressement économique lancée par le chef de l'État a été axée entre 2010 et 2011 sur la poursuite de l'assainissement des finances publiques et la relance de l'économie nationale. Le cap de la rigueur a été maintenu dans un contexte économique international favorable, ce qui a permis de dégager un solde excédentaire de 24 milliards 918 millions 867 111 francs CFA à l'issue de l'exécution de la loi de finances gestion 2011. Conformément aux règles de la comptabilité publique, ce solde sera transporté au découvert du Trésor public dès que l'Assemblée nationale aura adopté la loi de règlement gestion 2011. Il faut signaler qu'il appartient à la représentation nationale de décider, le moment venu, de l'affectation du solde excédentaire gestion 2011. S'agissant des décrets adoptés en Conseil des ministres, le premier est relatif à la création de la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes. Cette coalition offre une plateforme de concertation à l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre le chômage des jeunes, notamment le secteur privé, les organisations de la société civile ainsi que les partenaires au développement du Togo. Son objectif principal est de mobiliser le gisement de compétences que constitue la jeunesse et de la positionner comme un vecteur majeur d'une croissance économique accélérée et inclusive. La Coalition nationale pour l'emploi des jeunes permettra, entre autres, de soutenir les réformes visant l'adaptation de la formation professionnelle au marché de l'emploi et de développer l'entrepreneuriat des jeunes, en particulier dans les secteurs économiques porteurs de croissance. Elle facilitera la mise en place d'un système efficace d'information sur le marché de l'emploi et contribuera également au renforcement des mécanismes de financement innovants et adaptés à la promotion de l'auto-emploi des jeunes. Il faut préciser que cette nouvelle initiative constitue une pièce maîtresse de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, la SCAP, adoptée par le gouvernement et dont la mise en œuvre couvre la période 2013-2017. Le deuxième décret adopté par le Conseil porte organisation, composition, attribution et fonctionnement de l'Agence nationale de volontariat. 3 années seulement après le lancement du programme de promotion du volontariat national, cette initiative affiche un bilan largement positif. En effet, ce programme a permis de mobiliser 4 280 volontaires sur toute l'étendue du territoire national et de les déployer dans les secteurs clés tels que le développement local, la santé ainsi que l'agriculture. 44% des volontaires de la première vague, 39% pour la deuxième et 44% pour
la dernière vague, ont pu accéder à un emploi stable à l'issue de leur participation au programme de volontariat. L'adoption du présent projet de décret permettra de renforcer l'employabilité et la promotion de l'emploi des jeunes en définissant clairement l'organisation et le mode de fonctionnement du programme national de promotion du volontariat et en définissant le mécanisme de financement, de gestion et de contrôle de ces activités. Au titre des communications, le Conseil a suivi un exposé relatif au projet d'adhésion du Togo au traité établissant l'Organisation mondiale de la nature. Ce projet vise à créer un cadre de coopération pour la protection de l'environnement, regroupant à la fois les pays industrialisés, les pays émergents et les pays en développement. Il permettra de mieux organiser le soutien aux projets de protection de l'environnement, le transfert de technologies spécifiques à la protection de l'environnement, ainsi que l'échange d'informations. En adhérant à ce traité, notre pays deviendra membre fondateur de l'Organisation mondiale de la nature et donnerait ainsi un signal fort sur la portée de son engagement en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable. Fait à Lomé le 19 juillet 2014, le Conseil des ministres. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La suite de cette édition, des acteurs économiques, dirigeants et responsables d'entreprises étaient en formation ce mercredi à Lomé sur les risques pénaux qu'ils encourent dans la gestion de leurs entreprises. Durant ce mercredi de l'entrepreneur, il sera question pour eux d'approfondir leurs connaissances en matière de responsabilité pénale et civile afin de contribuer au développement du secteur privé. Des précisions avec Nancy Tiana et Clarisse Aticlé. Au-delà de l'objectif fondamental d'une entreprise, qui est d'offrir des biens et services et de faire un retour du profit, l'entreprise et ses dirigeants ont des responsabilités sur le plan civil et pénal. La non-maîtrise de ces aspects juridiques augmente le risque pour ces entreprises de tomber sous le coup de la loi. L'Agence nationale de promotion de garantie de financement des PME-PMI donne l'opportunité aux entrepreneurs de minimiser ce risque à travers une meilleure appropriation de l'ensemble des règles qui s'appliquent une fois que la responsabilité civile et pénale de l'entreprise et des dirigeants est engagée. Dans la gestion de leurs entreprises, ils peuvent voir leurs responsabilités civiles ou pénales engagées. Et donc, les chefs d'entreprise ne sont pas forcément avertis de ce fait-là. Et nous avons comme devoir d'attirer leur attention sur les risques qu'ils courent dans la gestion de leurs entreprises. L'entreprise peut être responsable pénalement des infractions qui ont été commises par les dirigeants. Et tout cela, comme le dit l'adage, nul n'est censé ignorer la loi. S'ils ne le savent pas, nous avons le devoir d'attirer leurs attentions là-dessus. La mauvaise exécution ou défaut d'exécution de contrats passés au nom de l'entreprise, la mise sur le marché d'un produit défectueux sont quelques actes répréhensifs qui relèvent de la responsabilité de l'entreprise. On note également des infractions relatives au harcèlement sexuel et moral dans l'entreprise, des manquements graves aux mesures de sécurité et aux règles d'hygiène imputables aux dirigeants peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires. La meilleure manière de se protéger efficacement contre ces poursuites reste la souscription à une police d'assurance responsabilité civile, recommandent les experts. Dans le contexte du projet d'appui à la lutte contre la traite des êtres humains dans les pays du Golfe de Guinée, lancé en novembre 2013, Plan Togo, avec le soutien de l'ambassade de France au Togo, a réuni ce matin les organisations de la société civile et les responsables des centres d'accueil des victimes de cette traite pour une orientation. Ils vont s'approprier le projet et partager aussi par la même occasion les meilleures pratiques en matière de lutte contre la traite des êtres humains. Christine Péché-Kialodé. La traite des êtres humains, un phénomène qui désigne le recrutement, le transfert, le transport, l'hébergement de personnes par la menace ou le recours à la force aux fins d'exploitation. Cette pratique fait encore parler d'elle dans certains pays du Golfe de Guinée et prend encore aujourd'hui d'autres formes. Vous allez constater par exemple la mobilité des enfants, soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, et la mobilité aussi bien des adultes,
mais une mobilité qui est consacrée à l'exploitation des auteurs de cette mobilité dans des activités qui ne leur profitent pas. Il s'agit là d'un phénomène où des personnes, que ce soit des femmes, des hommes ou des enfants, sont maltraités ou sont exploités économiquement ou sexuellement. Pour freiner ce phénomène, le projet d'appui à la lutte contre la traite dans les pays du Golfe de Guinée a été lancé en 2013. Il vise le renforcement des mécanismes de coopération régionale puis des capacités nationales. Les acteurs concernés s'approprient ici le projet et les meilleures pratiques en matière de lutte contre la traite. Durant cet atelier, nous aurons à expliquer le projet aux bénéficiaires qui sont nos organisations et centres, et nous aurons aussi à discuter des formations que nous leur proposons dans le cadre de ce projet, et nous aurons aussi à repartir ces organisations par formation. Nous allons aussi essayer d'échanger sur les expériences et sur les difficultés que ces organisations ont en matière de lutte contre la traite des êtres humains. Ce projet est conçu par le ministère des Affaires étrangères français sur une période de 3 ans en collaboration avec les partenaires des pays concernés, le Ghana, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun et le Togo. Un fait à présent, l'occupation anarchique des abords des voies publiques expose constamment les usagers aux accidents de la circulation. On le dira jamais assez. Conscient des multiples dangers que cela représente, le ministre en charge de la sécurité, dans un communiqué hier, a insisté une fois encore sur le comportement civique que ces occupants illégaux doivent adopter. Alors, comment se présente concrètement sur le terrain la situation et quelles en sont les conséquences? Le point dans ce dossier réalisé par Eric Djanipo et Adolphe Paca. Sur les trottoirs et aux abords des routes à Lomé, voici le spectacle qui s'offre régulièrement. L'installation anarchique des boutiques, des ateliers et des vendeurs au détail. Au terminal du Sahel, dans le quartier Zongo, les routiers n'hésitent pas à encombrer les voies publiques en lieu et place de l'espace aménagé pour eux. Cette pratique peu orthodoxe dans la plupart des villes au Togo et en Afrique n'est pas sans conséquences. On voit que c'est pas bon. Parce que les gens, ça cause des accidents trop. Moi-même, la dernière fois j'étais au volant, j'ai pris ma voiture pour contourner d'ici et rentrer chez moi. Eh bien, il y a eu un accident juste là parce que les gens se sont arrêtés et que un émigrant aussi, au lieu de s'arrêter, rentrer dedans. Je sais que l'occupation de l'anarchique, de ces emplacements-là, ce n'est pas bien. C'est une réalité que cette situation a toujours laissé derrière elle des grincements de dents au niveau des occupants comme au niveau des usagers. C'est le cas de Zanguira. Le 21 avril passé, une femme a été ramassée par un camion. La femme a été installée au bord de la voie publique. Et le véhicule l'a ramassée au niveau du marché, dans le marché. Mais elle s'est installée aux abords de la voie publique. Et le jour-là, elle a été ramassée par un véhicule vidangeur et actuellement, elle est décédée. Et pourtant, les espaces de circulation prévus aux abords des voies publiques ont une importance capitale et des limites à respecter. Au-delà de 1,50 m, c'est la voie publique. Donc ce qui veut dire que personne ne doit occuper une rue qui passe devant sa maison au-delà de 1,50 m. Sinon c'est un encombrement illégal et qui est source d'accidents. Des boutiques bien achalandées sortent de leur espace et au niveau des marchés, les places se discutent plutôt à l'extérieur des hangars. L'État a pris les dispositions nécessaires pour construire des marchés pour nos mamans. Elles doivent aller dans ces marchés-là. Le problème devient récurrent et il est décrié par les autorités publiques et administratives qui en appellent au civisme. Le communiqué du ministère en charge de la protection civile est en tout cas sans embâche. Il est temps d'en finir avec des encombrements et surtout de donner un nouveau look à nos espaces urbains. Le site du patrimoine mondial de l'humanité au Togo, Koutamakour, est inscrit sur la liste de l'UNESCO depuis 2004.
10 ans après, quels attraits touristiques présente ce site et quelles sont les actions à mener pour sa conservation et sa sauvegarde? Nous allons à la découverte de cet univers Kutamaku, toujours avec Adolphe Paka. Ici, notre panneau sorti ici avec construit Tata. De ce creux de Baobab est partie l'histoire de tout un peuple, les Batam Mariba, une histoire sans fin. Les familles entières vivaient ici, faisaient leur cuisine ici, et donc les roches ont gardé pendant longtemps ces traces-là de passage des humains. Et donc on passait par ici, et donc quand il y a danger, on sort de l'autre côté. Et il y a également une petite grotte de l'autre côté, qui servait peut-être de repos quand on est assuré qu'il n'y a pas de danger. De la maison Baobab à la grotte à double ouverture sur le sommet de cette montagne, les Batam Mariba ont forgé leur identité à travers le Takieta. Le Takieta, l'habitat familial de base des Batam Mariba, ce qui façonne la terre, est aujourd'hui plus qu'un symbole. C'est son architecture à tourelle qui s'étend sur une aire sociolinguistique de plus de 50 000 arts, sa diversité biologique, ses vestiges et sa face cachée et mystique, tous ces éléments plongés dans un univers semi-montagneux, un paysage culturel et vivant, qui ont milité en faveur de son classement en 2004 sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'humanité. Les communautés ont alors le devoir civique de travailler à sa conservation et à sa sauvegarde. Le site Kutamaku, c'est un honneur pour le pays Tamberma en particulier et pour le Togo en général. À l'endroit de ma communauté, c'est de leur dire qu'il est grand temps de se prendre en charge. On ne va pas toujours attendre qu'on amène tout de l'extérieur. Les ONG et associations y travaillent aussi. C'est le cas du FAGAD avec l'action des volontaires du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour que ce site ne soit pas un jour déclassé, c'est un genre d'activité doivent toujours être à l'honneur. Et c'est la protection du site qu'on répond. Et avant les 10 ans, nous voulons encore toucher les uns les autres que ce site a besoin d'être toujours classé patrimoine, que nous devons tout faire pour que ceci ne soit pas déclassé. Les sites du patrimoine doivent désormais être vecteurs du développement local et que les populations vivent de leurs retombées. Le service de conservation s'y attelle déjà et veille surtout que la déontologie qui régit les normes de l'UNESCO soit respectée. Kutamaku respecte des critères, surtout les critères d'intégrité et d'authenticité. Il faudrait qu'on respecte dans nos différentes activités les réalisations, que ce soit des constructions, que ce soit l'environnement ou bien que ce soit autre activité, qu'on respecte cette éthique du Kutamaku pour qu'on ne dénature pas ce paysage. Si on dénature le paysage, on risque d'être sur la liste du patrimoine en péril et après sur la liste du patrimoine déclassé. Ces vacances coïncident avec les 10 ans du site et Kutamaku ouvre largement ses portes. Venez voir Kutamaku. Un petit séjour fera toujours du bien aux visiteurs et aux touristes. Hors du Togo, au lendemain de l'attaque contre le palais présidentiel somalien, plusieurs responsables des services de sécurité ont été limogés par le chef de l'État. Hier soir, pour la deuxième fois depuis le début de cette année, les islamistes Chebab sont parvenus à pénétrer à l'intérieur du complexe présidentiel. C'est la deuxième fois cette année que le palais présidentiel à Mogadiscio est pris d'assaut par les Chebab. Comme en février dernier, les islamistes somaliens ont réussi à pénétrer dans le site ultra protégé, comprenant plusieurs bâtiments gouvernementaux. L'attaque a eu lieu mardi, en fin de journée.
À la rupture du jeûne, 4 combattants des Chebab ont attaqué le palais présidentiel et ont tué 2 soldats des forces gouvernementales qui gardaient l'entrée. Nos forces ont tué les 4 assaillants lors d'une fusillade dans le complexe. Le président Hassan Sheikh Mohamoud n'était pas présent au moment de ce raid qui a duré près de 2 heures. Le commando composé de plusieurs hommes serait arrivé par différents points juste après l'explosion d'une voiture piégée. Les assaillants portaient tous des uniformes de l'armée somalienne. Les Chebab ont-ils bénéficié d'une complicité interne pour mener cette opération? La question est sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, le président a limogé les chefs de la police et des services de renseignement. Reste à savoir si cette mesure suffira à éviter d'autres attaques de ce genre. Les islamistes somaliens ont multiplié les actions guérilla depuis leur retrait de Mogadiscio il y a 3 ans. Aujourd'hui, 9 juillet, il y a 3 ans, le Soudan du Sud accédait à la souveraineté internationale, devenant ainsi le 54e État africain. Mais 3 ans après, la situation politico-sécuritaire du plus jeune pays du monde est plus que précaire. En grande pompe, le Soudan du Sud accède à l'indépendance. Il devient le 193e membre de l'Organisation des Nations Unies et le 54e État du continent africain. Un moment d'espoir pour le peuple sud-soudanais. 3 ans plus tard, l'espoir cède la place à la désillusion. La représentante de l'ONU au Soudan du Sud accuse de corruption l'élite du pays. Elle lui attribue la responsabilité de la crise qui mine depuis près de 7 mois la plus jeune nation du monde. Ce qui s'est passé depuis le 15 décembre jusqu'à aujourd'hui aurait pu être évité. Ce qui a précédé la crise était très dangereux et quelques-uns d'entre nous avaient prévenu que cela pourrait conduire à des violences ethniques. Depuis le 15 décembre 2013, le Soudan du Sud est déchiré par une guerre entre les soldats de l'armée fidèles au président Salva Kiir et les partisans de l'ancien vice-président Riek Machar. La guerre s'accompagne de massacres ethniques et d'atrocités. Elle a déjà fait plusieurs milliers de morts et le pays est menacé de famine. Les enfants sont les principales victimes de cette situation. Un enfant souffrant de malnutrition sévère a de fortes chances de mourir. À l'heure actuelle, nous estimons qu'en 2014, principalement à cause des dissensions internes, environ 235 000 enfants souffriront de malnutrition chronique. C'est 2 fois plus que l'année dernière. Sur le front humanitaire, comme sur le terrain politico-militaire, le tableau est bien sombre au Soudan du Sud, 3 ans après sa naissance. Le président sud-soudanais Salva Kiir appelle le chef des rebelles Riek Machar à reprendre des discussions de paix pour sortir le pays de la crise. Les fidèles de Mahomet sont en période de carême du Ramadan depuis plusieurs jours. Et comme toujours, les prix des denrées alimentaires ont augmenté, laissant les musulmans dans le désarroi, comme en Guinée. Et pourtant, avant le début du carême, le gouvernement de Conakry avait demandé aux commerçants d'éviter de prendre les consommateurs en otage. Regardez. Chaque année, c'est une période redoutée des consommateurs guinéens. Sur ce marché de Conakry, en plein mois du Ramadan, les clients font grise mine. 2014 n'échappe pas à la règle. Ramadan oblige, les prix se sont envolés. Tu prépares du riz, tu prépares du bouilli, tu prépares de petits plats pour ton mari. Mais tout est cher en vie. Sucre, huile et surtout poisson et viande. Sur tous les étals, c'est la valse des étiquettes. Produits locaux ou produits importés, rares sont les denrées épargnées par ces hausses. Certains commerçants affirment ne pas avoir cédé à la tentation. Vraiment, la prix, nous, on n'a pas augmenté la prix. D'autres expliquent qu'ils ont dû répercuter les augmentations imposées par leurs fournisseurs. D'habitude, j'achète un panier de tomates 100 000 francs guinéens. Mais là, avec le Ramadan, le prix a plus que doublé. Conséquence, en cette période de fête, les familles ont dû revoir leur budget à la hausse. Pour les associations de consommateurs, c'est le gouvernement qui est responsable. Les consommateurs sont dans une situation de précarité totale.
dû à la démission totale du ministère du Commerce. Parce que c'est le ministère du Commerce qui doit réglementer les prix. En Guinée, les prix ne sont jamais réglementés et ils sont fixés au vu consommateur. Avant le Ramadan, le gouvernement avait pourtant demandé aux commerçants et à leurs fournisseurs de ne pas prendre les consommateurs en otage. Il n'a pas été entendu. On revient maintenant sur ce que l'on pourra surnommer le cataclysme du mondial 2014. Hier, le Brésil a été purement et simplement laminé par une équipe allemande déterminée. 7-1, ce fut le score. Et plus qu'une défaite sportive, c'est un véritable séisme qui a ébranlé tout le Brésil. Regardez. Partout au Brésil, des supporters abattus, en larmes, inconsolables. Ça n'est jamais arrivé au Brésil. On ne comprend pas. Je me sens mal, très triste. Un naufrage total. Dès la 11e minute, Thomas Müller ouvre le score pour l'Allemagne. Début du cauchemar brésilien. Miroslav Klose inscrit son 16e but en Coupe du Monde et devient le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. 2-0 pour l'Allemagne et déjà des visages qui en disent long. Au milieu d'une défense brésilienne déboussolée, Toni Kroos inscrit 2 nouveaux buts. 4-0, une humiliation. À Rio, au pied de l'écran géant, certains supporters en ont vu assez. Vous partez déjà ? C'est une torture, je ne veux pas assister à ce massacre. On joue seulement la 29e minute. Sami Khedira porte le score à 5-0. Après la pause, le peuple jaune et vert attend une révolte de ses joueurs. Au contraire, il assiste à la suite du festival allemand. 2 buts d'André Schurrle. 7-0 pour l'Allemagne. En fin de match, les Brésiliens marquent enfin. Un but d'Oscar qui sauve à peine l'honneur. Et pour le Brésil, une déception qui va au-delà du football. C'était important de gagner pour le Brésil avec tout ce qu'on a vécu dernièrement, toutes ces manifestations. C'est une année d'élection nationale aussi. Être champion, ça nous aurait aidé. 7-1. La Seleção vient de subir la plus lourde défaite de son histoire en Coupe du Monde. Des générations de supporters ne sont pas prêts d'oublier. C'est donc un véritable phénomène extraordinaire qui est survenu hier au Brésil, de quoi susciter l'intérêt des psychologues du sport. Défaite monumentale et un trou noir, 7 minutes pendant lesquelles les Brésiliens encaissent 4 buts. Du jamais vu pour ce psychologue du sport qui s'occupe d'une centaine de professionnels. Pour lui, la débâcle commence dans les attitudes. Aucune parole, des regards vides et de l'abattement dès le 2e but. On a l'impression que c'est presque une crise d'angoisse collective qui est en train de se passer sur le terrain, un sentiment de panique. Qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de colère dans les attitudes des joueurs. Il y a avant tout une forme de résignation. Un manque de combativité et des leaders fantomatiques. Capitaine du soir, David Luiz semble paralysé. Thiago Silva, lui, est en tribune et son absence pèse lourd. C'est quelqu'un qui va stabiliser pas seulement techniquement, mais aussi émotionnellement un groupe, qui va peut-être trouver les mots, qui va peut-être réussir par des attitudes justement à remettre tout le monde en place, ou alors à être dans une forme de révolte. Autre personnage clé, Luis Felipe Scolari, l'entraîneur, est lui livide. Et ses rares consignes sonnent. Paralysés par l'enjeu, les Brésiliens tentent de sauver la face et d'obtenir des coups francs ou un penalty. C'est un peu les stratégies de désespoir, d'essayer de provoquer des fautes, de peut-être d'avoir un coup de sifflet magique qui va venir sauver l'équipe. Un match cauchemar qui a peut-être commencé dès les hymnes et leur émotion démesurée. Dans ces 3 premiers visages qu'on voit, on a l'impression que les joueurs sont quand même au bord des larmes. Peut-être qu'à un moment donné, cette surémotionnalité, elle a pris le pas sur la lucidité. Une faillite individuelle et collective qui pourrait suivre les Brésiliens toute leur carrière. Rendez-vous donc ce soir après 20h pour connaître l'adversaire de l'Allemagne pour la finale de dimanche. Argentine, Pays-Bas à suivre à partir de 20h.
Et puis, actualité politique à présent, le collectif Sauvons le Togo et l'Alliance nationale pour le changement, ANC, ont tenu une conférence de presse cet après-midi à Lomé pour informer et éclairer les journalistes sur le rejet du projet de la loi relative aux réformes institutionnelles et constitutionnelles introduit à l'Assemblée nationale par le gouvernement. Le but est de donner leur version des faits. Le compte rendu avec Silver Abdou. Le projet de loi relatif aux réformes constitutionnelles et institutionnelles, rejeté par l'Assemblée nationale lors de la 14e séance plénière de la première session ordinaire, est le sujet qui a fait l'objet d'échanges au cours de cette conférence de presse animée par le collectif Sauvons le Togo et l'Alliance nationale pour le changement ANC. Les différents responsables de ces groupes de l'opposition ont voulu, à travers cette rencontre, donner leur version des faits par rapport à la situation qu'ils jugent anormale. Le texte est un projet envoyé à l'Assemblée nationale par le gouvernement. Et donc, c'est le gouvernement qui doit soutenir et défendre son texte et qui, normalement, doit accepter. Ce n'est pas aux députés de l'opposition d'accepter ou de refuser un amendement proposé. Puisque s'agissant d'un projet de loi, le gouvernement envoie le texte à l'Assemblée nationale et c'est les députés, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, qui proposent un amendement. Si le gouvernement qui est, je dirais, entre guillemets, propriétaire du texte, alors ou initiateur du texte estime que l'amendement ne dénature pas son projet, il accepte. S'il estime que cela dénature son projet, il refuse. Donc ce n'est pas s'y unir avec des amendements à proposer au texte envoyé à l'Assemblée nationale par le gouvernement. Ce n'était pas aux députés de l'opposition de refuser ou d'accepter puisqu'ils n'étaient pas les initiateurs du projet de loi. Ce projet de loi a été rejeté au 4/5e des députés à l'Assemblée nationale. Le collectif Sauvons le Togo et l'Alliance nationale pour le changement demandent au gouvernement de réagir par rapport à cet état de choses, car la limitation de mandat et le mode de scrutin qui sont issus des recommandations du dialogue n'ont pas été pris en compte. Il faut donc tirer les leçons de cette situation à l'Assemblée nationale, tout comme au gouvernement. Fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. La tradition du deuxième mercredi du mois est encore respectée ce 9 juillet. Pour ce mercredi, les responsables de l'ANPGF ont éclairé la lanterne des responsables d'entreprises et acteurs économiques sur leurs responsabilités civiles et pénales selon la juridiction togolaise. Et puis la lutte contre la traite des êtres humains au Togo et dans le reste du golfe de Guinée, c'est la mission que s'est assignée Plan Togo. Les responsables de l'ONG ont pour cela partagé les meilleures stratégies de lutte contre ce fléau avec la société civile togolaise.